Mon dernier entretien avec Ju à Delhi a eu lieu après son retour du Pakistan. Le 30 décembre 1956, j'ai reçu un message de l'ambassade chinoise m'informant que Ju était de nouveau en Inde et qu'il souhaitait me voir. J'ai pris en toute hâte le train pour Delhi, où Panzeli Zili, l'ambassadeur chinois, m'attendait à la gare. Il a insisté pour que je monte dans sa voiture avec l'assistance des officiels indiens du protocole et de la sécurité. Nous sommes allés directement à l'ambassade chinoise pour un entretien avec l'ambassadeur Zhou Enlai et le maréchal Helong. Le temps que mon équipe arrive à son tour à l'ambassade, la réunion avait déjà commencé, sans que mon entourage sache si j'étais là ou pas, et certains se demandaient même si l'on ne m'avait pas kidnappé. À un moment donné, quelqu'un m'a apporté un châle en précisant que mes collaborateurs voulaient s'assurer que je n'avais pas froid. Plus tard, ils m'ont confié qu'ils s'inquiétaient et qu'ils voulaient que je sache qu'ils étaient dans les murs de l'ambassade. Je dois avouer que j'ai trouvé cette réunion intimidante. 3 militaires et hommes politiques chinois aguerris, un premier ministre, un maréchal et un ambassadeur autour d'un jeune moine tibétain inexpérimenté. Mais au moins, le fait qu'on soit à Delhi et non à Pékin me rassurait. Je n'ai pas cédé de terrain et j'ai exprimé mes craintes que le Parti communiste engage de force des réformes inacceptables au Tibet. En ce moment-là, il semblait clair que Zhou Enlai avait consulté Mao Tse-tung. Alors il m'a répété toutes les assurances qu'il m'avait données auparavant à propos de la gestion des répressions excessives dans l'est du Tibet ou du report des réformes. Il m'a transmis la promesse de Mao qui s'engageait à reporter de 6 ans l'exécution du plan de réforme communiste au Tibet. Et même après cela, c'est moi qui déciderai s'il fallait ou non le mettre en œuvre. Il a ajouté que le gouvernement chinois ne tolérerait aucune insurrection armée au Tibet en insistant pour que je rentre à Lhasa au plus vite. Il a conclu en m'enjoignant de ne pas aller à Kalimpong, une ville indienne proche de la frontière du Tibet, où réside une communauté tibétaine dont certains étaient déjà en exil. Sur ce dernier point, j'ai répondu à Zhou que j'allais y réfléchir. Le lendemain, le maréchal Helong est venu me voir. Il a réitéré le conseil de Zhou de retourner à Lhasa. Puis il a cité le dicton « Le lion des neiges a l'air digne quand il reste dans la neige, mais s'il descendait dans la plaine, on le traiterait comme un chien. » À l'évidence, il m'adressait une sérieuse mise en garde. Cette accumulation d'événements provoquait une réelle pression de tous les côtés quant à savoir si je devais rentrer au Tibet ou demeurer en Inde. Certes, parmi les officiels tibétains de ma délégation, les points de vue divergeaient. Et Pékin semblait aussi œuvrer en coulisses pour peser sur la décision. Zhou avait même agité sous le nom de Nehru la possibilité que la Chine reconnaisse la frontière entre l'Inde et le Tibet, qu'on nomme la ligne McMahon. Si l'Inde me refusait l'asile, je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce serait à moi de décider si j'y rentrais au Tibet ou pas. Un adage tibétain proclame « Demande aux autres leur opinion, mais décide par toi-même ». Aussi, lors de ma réunion suivante, avec Nehru, je lui ai dit que je m'étais résolu à retourner au Tibet pour 2 raisons. Parce que vous m'avez conseillé de le faire, et parce que Zhou Enlai a fait des promesses précises à mes frères et à moi-même. Comme nous le constaterions plus tard, Nehru était sincère, mais sa croyance dans les engagements chinois était idéaliste. Zhou avait menti, tout simplement. En janvier 1957, j'ai fait abstraction des conseils de Zhou et j'ai quitté Calcutta pour Kalimpong. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à Gangtok, où j'ai pu rencontrer beaucoup de bouddhistes pieux, pratiquer un enseignement religieux et des cérémonies de bénédiction. Et j'ai aussi posé la première pierre de l'Institut Namgyal de tibétologie à l'invitation du Maharaja du Sikkim. J'avais prévu de ne demeurer que quelques jours à Gangtok. Néanmoins, à cause d'une grosse chute de neige, le col de Natula est devenu infranchissable. Ce qui fait, non sans joie,
je me suis retrouvée coincée quelques semaines de plus à Gangtok. Pendant ce séjour, j'ai aussi envoyé à Nehru une invitation officielle à venir à Lhasa. Je souhaitais lui rendre la généreuse hospitalité qu'il m'avait accordée et surtout lui donner l'occasion de constater par lui-même ce qui se passait vraiment au Tibet. Bien qu'il ait accepté mon invitation et que dans un premier temps, les Chinois n'aient pas émis d'objection, plus tard, ils sont revenus sur leur décision en arguant qu'ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de Nehru au Tibet. C'était dommage, car j'aurais immensément profité de ses conseils s'il s'était rendu à Lhasa. Nehru n'avait pas été en mesure de visiter la capitale, mais il a quand même fini par poser le pied sur le sol tibétain quand il est parti au Bhoutan, de même qu'à son retour en septembre 1958. Il a passé la nuit à Yatoug, la ville même où j'avais fui quand l'armée communiste chinoise avait envahi le Tibet oriental en 1950. Une délégation de Tibétains de haut rang est allée officiellement accueillir le Premier ministre et sa fille Indira Gandhi à leur arrivée. C'est pendant cette visite au Bhoutan que Nehru m'a donné de fortes rassurances sur le fait que l'Inde souhaitait que le Bhoutan demeure un pays indépendant, que son peuple choisisse son mode de vie et qu'il s'engage sur le chemin du progrès selon sa propre volonté. À l'évidence, le contraste entre l'attitude de l'Inde, un géant avec son voisin le Bhoutan, et celle de la Chine, un autre géant avec son voisin le Tibet, était trop douloureux pour passer inaperçu. Finalement, fin février 1957, quand la météo s'est radoucie et que le col de Natula est redevenu praticable, nous l'avons franchi pour retrouver la terre du Tibet. Les adieux, surtout celui avec mes frères, qui étaient nés juste avant moi, ont été un peu tristes. De tous mes frères et sœurs, lui et moi avons été les plus proches depuis qu'enfants. Nous avions fait un voyage long de 10 semaines de Lamdo jusqu'au centre du Tibet, et immédiatement après qu'on m'a reconnu officiellement comme Dalai Lama, nous avons aussi étudié ensemble les premières leçons monastiques. À l'époque, Lobsang Samten n'allait pas bien et se sentait très faible. Je lui ai proposé de s'asseoir avec moi dans la voiture pendant un moment. Il pleurait et je me sentais triste. Et tout cela avait provoqué un certain regard, ce qui a irrité les officiels chinois qui me raccompagnaient au Tibet.